Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans votre nouvelle émission Air Numérique. Depuis décembre 2019, une maladie infectieuse et respiratoire appelée COVID-19, découverte en Chine, s'est rapidement propagée à travers le monde. Cette crise a bouleversé le mode de vie et de travail des habitants de la planète. Distanciation physique, port de cache-nez, lavage régulier des mains avec du savon ou des solutions hydroalcooliques sont entre autres des moyens de protection envisagés par les autorités sanitaires. Face à cette situation inédite, il faut s'adapter. À l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, plusieurs solutions, notamment numériques, ont été développées à travers l'Afrique et le reste du monde. Nous en parlerons justement dans ce nouveau numéro dédié aux nouvelles technologies. Voici le sommaire. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. La crise provoquée par la pandémie du coronavirus a obligé les États à prendre d'importantes mesures pour limiter la propagation du virus et aussi de tenter de soulager les populations, notamment les couches les plus vulnérables. De nouveaux outils ont vu le jour et font partie désormais du quotidien des populations. Qu'en est-il exactement? Suivez ce reportage. Depuis plusieurs mois, la maladie à coronavirus occupe une place importante dans l'espace médiatique, principalement sur les réseaux sociaux. À longueur de journée, défilent toutes sortes d'informations sur la maladie dans le fil de l'actualité. Avoir un bon système d'information d'abord est crucial. Et les nouvelles technologies aujourd'hui sont tellement importantes et ont joué un grand rôle dans tout ce que nous disons d'abord concernant les messages, les mesures barrières, la diffusion, même des cas en temps réel, comme vous voyez aujourd'hui dans pratiquement tous les pays du monde, on peut avoir la situation à moins d'une journée la situation de la propagation de l'épidémie dans tous les pays du monde immédiatement, et ça à travers beaucoup de sources que vous voyez concernant Johns Hopkins, CDC, OMS. Il y a beaucoup de sites qui ont été créés dans le monde et qui, chaque fois qu'un cas est reporté, confirmé quelque part, les informations sont disponibles. Mais au-delà de la disponibilité de ces informations, c'est aussi l'utilisation de ces informations, parce que ces informations ont été utilisées pour développer même des modèles, surtout pour des pays comme nous, qui n'ont pas beaucoup de moyens assez élevés. Ces informations ont été utilisées pour donner des modèles de prédiction et aussi d'informations sur le devenir même de l'épidémie en tant que telle. L'apport du numérique a été très utile dans la circulation de l'information et la gestion de la crise sanitaire. Déjà, l'information de la pandémie, je pense que c'est les nouvelles technologies qui ont permis à la planète tout entière d'être au même niveau d'information en un temps T. Ce qui fut quelque chose d'extraordinaire et a encore confirmé le caractère de village planétaire. Ce monde était un tout petit village aujourd'hui où quand quelqu'un éternue à Dubaï, je pense que les autres vont s'enrhumer en Afrique du Sud. Alors, informer, vulgariser l'information, donner les mesures préventives d'abord et ensuite les procédures ou les protocoles de traitement. Face à l'ampleur de la maladie, les méthodes de travail ont dû changer à cause des restrictions de mouvement. Nous avons, à la période de pic, pendant que personne ne savait concrètement de quoi relevait cette maladie, nous avons libéré les collaborateurs. Donc, en tout ce qui concerne les transactions financières, tout ce qui concernait les souscriptions des contrats, nous avons essayé de mettre en place un dispositif allégé parce que côté contractuel en matière d'assurance, surtout en automobile, c'est des contrats physiques. On a ralenti le rythme de distribution, mais les souscriptions pouvaient se faire en ligne à travers des applications qui sont sur Google Play et qui nous permettent de fournir le service e-douane à la clientèle.
Donc nous n'avons pas fait en Afrique ce qu'on appelle le confinement total, parce que la pandémie ne nous avait pas atteints à ce point, mais on s'est dit qu'un autre volet, notamment nos réunions hebdomadaires, étaient faites par visioconférence sur des sites de visioconférence. Donc ça nous a permis de garder la distanciation sociale, de freiner la contagion et d'apporter des solutions nouvelles. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a compris que la présence physique n'était pas forcément nécessaire ou indispensable pour gérer nos sociétés. On pouvait être aussi bien efficace à domicile qu'étant dans nos bureaux. J'imaginais mal qu'on pouvait tenir un congrès de plus de 10 000 personnes aujourd'hui sur place dans mon bureau ici. J'étais émerveillé de voir, de pouvoir enregistrer ma présentation lors d'une grande conférence internationale où je devrais me retrouver en Afrique du Sud et que j'ai pu tenir cette conférence-là chez moi et pouvoir atteindre un nombre assez important et pouvoir répondre aussi à un nombre assez important de questions à travers les nouvelles technologies. Dans la gestion toujours de l'épidémie, vous avez vu des universités ont été fermées et finalement ça a permis à beaucoup d'universités de basculer complètement sur les cours en ligne et faire en sorte que les étudiants puissent avoir accès à leur droit à la formation. Mais pour pouvoir suivre les cours en ligne, les étudiants dans les pays en voie de développement font face à certaines difficultés, notamment l'accès à Internet qui est encore cher. Ça fait 4 mois que nous utilisons les nouvelles technologies de façon accélérée au Mali, en Afrique et même dans le monde. Et ils devraient, à mon avis, les opérateurs téléphoniques, revoir leur tarification, revoir leur mode de relation avec les utilisateurs pour faciliter l'accès et faciliter justement en diminuant les tarifs, revoir les contrats sociaux, tout simplement avec les étudiants. Parce qu'aujourd'hui, c'est un élément fondamental qui permet d'améliorer la consommation des nouvelles technologies et de diminuer en même temps le risque de transmission de la Covid-19. C'est un outil formidable pour ça. Et nous devrons nous insister là-dessus pour faire maintenant un bond dans le futur. Puisque toute la solution est toute trouvée pour le pléthore des étudiants dans les classes, la difficulté d'accès de certaines disciplines, ils ne sont pas beaucoup, les enseignants sont fatigués parce qu'ils ne sont pas nombreux, eh bien, ils pourront aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, se multiplier de façon virtuelle et faire accéder aux étudiants, même s'ils ne sont pas sur le campus universitaire. Et cela est une porte ouverte pour l'avenir. Toujours dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont facilité la suivi des cas contacts. Les nouvelles technologies ont été utilisées pour identifier tous les contacts, les mouvements des gens, et particulièrement les gens qui sont infectés et tous ceux qui ont pu entrer en contact avec. Évidemment que ça a permis vraiment de révolutionner les systèmes d'information et aussi de révolutionner la gestion de l'épidémie à travers le suivi de contacts. Et après une crise de Covid, après une maladie de Covid, eh bien, ce sont les nouvelles technologies que nous utilisons surtout pour améliorer cette prise en charge et tracer les malades contacts. Donc c'est vraiment au cœur de la maladie à Covid-19. Depuis le début de la maladie à coronavirus, la course à la technologie pour faire face à la crise n'est pas prête de s'arrêter. De nombreuses initiatives et solutions numériques continuent de voir le jour pour faciliter le quotidien des populations. Le Mali enregistrait ses premiers cas de coronavirus le 25 mars 2020. Quelle est la situation une année après l'apparition de la maladie? Le ministre de la Santé et du Développement social, le Dr Fanta Sibi, répond à nos questions. D'ici là, sa biographie.
Détentrice d'un doctorat en médecine, d'une maîtrise en santé publique et de plusieurs certificats, certificat en épidémiologie, le certificat sur les maladies tropicales négligées à l'Institut d'immunologie et d'informatique de Rhode Island aux États-Unis, certificat sur la responsabilité médicale à Abidjan, certificat du cours international sur les droits en santé reproductive à Beijing, République populaire de Chine, certificat du cours sur le coût de financement des services de santé à Rabat au Maroc, certificat sur recours à la contractualisation par les ONG, associations et le ministère de la Santé à Dakar, certificat sur la stratégie avancée en SMI, PF en Haïti, Dr Fantasibi est depuis mardi 6 octobre 2020 le nouveau ministre de la Santé et du Développement social du Mali. Bonjour Madame le ministre. Et bonjour, Chongweba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle est la situation de la maladie à coronavirus près d'un an après son apparition au Mali? Comme vous le savez, l'épidémie à coronavirus est une maladie qui a ébranlé le monde entier. Et le Mali a enregistré son premier cas notifié le 25 mars 2020. Et dès lors, bien avant ça, avec ce qui s'est passé dans le monde entier, le ministère de la Santé avait pris des dispositions pour réactiver son système de surveillance épidémiologique. Donc, lors de la notification du premier cas le 25 mars 2020, les dispositions étaient déjà là. En termes de documents à préparer, il y a eu un plein plan de riposte et la réactivation de tous ces systèmes de surveillance épidémiologique. Ça voudrait dire la notification des cas, comme je viens de dire avec le premier cas le 25 mars 2020, et le suivi de tous les contacts. Comme nous savons que cette maladie est très contagieuse, et c'était de voir toutes les personnes qui sont rentrées en contact avec la personne qui a fait la maladie. Ces personnes étaient tracées, aussi dépistées et suivies. Le Mali, à l'instar des autres pays, a suivi une évolution de cette maladie. La première phase a été moins grave. La deuxième phase, nous avons enregistré des pics à partir de novembre, fin novembre jusqu'à fin octobre jusqu'à décembre, où nous avons enregistré le maximum de cas. Et le Mali n'était pas seul dans le cas, la plupart des pays. Et le Mali ne faisait pas exception. Et aujourd'hui, cette maladie est en train d'évoluer, vraiment la courbe est en train de descendre. Pas totalement, mais ça nous donne l'espoir que toutes les stratégies que nous avons eu à mettre en place, en plus de toute la sensibilisation, comme nous avons toujours dit, cette maladie, ce n'est pas seulement le ministère de la Santé, c'est l'ensemble de tous les partenaires, de tous les secteurs. Et ces efforts conjugués avec les directives mises en place, nous sommes en train de voir une décroissance de cette maladie. Merci pour cette réponse précieuse, madame. Est-ce que le personnel soignant arrive-t-il à maintenir le rythme? N'est-il pas touché par le syndrome d'épuisement professionnel appelé burn-out? Qu'est-ce qui est fait pour les accompagner dans ce cas? Merci bien. C'est sûr que le personnel, à un moment donné, se lâche un peu. Et je profite de ce micro pour féliciter tout le personnel de santé, tout le personnel socio-sanitaire, sans exception. Parce que c'est une équipe qui travaille et cette équipe est à féliciter. C'est vrai, il y a la maladie à coronavirus. Vous savez aussi, nous sommes en train de voir dans les pays voisins la maladie à virus Ebola. Sans compter tout ce que nous avons comme autres maladies. Et dans la prise en charge du système de santé, il faut être équitable. Équitable veut dire qu'il faudrait aussi prendre en compte les autres maladies. Ce que nous sommes en train de faire, et les services sont en train de faire. Cela voudra dire qu'il faut une réorganisation des services. Cette réorganisation a été faite. Et par rapport au tracé du circuit du malade à coronavirus, où on devrait avoir un passage spécifique avec des prises en charge spécifiques, des équipements de protection spécifiques, et ce personnel va être réorganisé avec un renforcement des capacités, ce qui a été fait, pour que nous puissions en même temps prendre en charge la maladie à coronavirus et prendre en charge les autres maladies. L'épuisement, la profession, c'est un sacrifice. Et nous avons prêté serment. Nous savons que ça fait du travail, mais pour ça, en tout cas, nous qui sommes les autorités à un niveau supérieur, nous les encourageons autant que nous pouvons. Et plus haut que nous, comme vous avez pu suivre, il y a le président de la République, à un moment donné, a pris une mesure spécifique.
que nous avons appelée au Mali la prime spéciale Covid-19, qui est en train de payer aux agents malgré les difficultés. Ça veut dire que nous sommes là, ce qu'il faut. Nous d'abord, autorité immédiate, nous savons ce qu'ils sont en train de faire comme difficulté, comme fatigue, comme sacrifice. Et au-dessus de nous, il y a les autres autorités aussi qui apprécient ça. Donc nous ne pouvons que les encourager dans leurs tâches, tâches pour laquelle nous avons tous prêté serment. Pourrions-nous savoir combien coûte à l'État la prise en charge d'un patient atteint de Covid-19? Mais si nous essayons de standardiser un peu sans rentrer dans les détails, à donner une moyenne, environ pour la prise en charge d'un cas simple, environ c'est les 13 500, 14 000, moins de 15 000 par patient. Ça, nous parlons des cas simples. Vous savez, si nous voulons évaluer directement ce que ça entraîne comme coût, c'est énorme. Pour ça, nous saluons les plus hautes autorités, le président de la République, le vice-président et le premier ministre et tous les partenaires pour l'effort. Parce que, permettez-moi à travers ces micros de féliciter et de remercier tous les partenaires du Mali. Vous avez suivi au début de l'épidémie, c'était les partenaires qui étaient là avec nous pour nous aider, pour être au front. Les partenaires, les collectivités, la communauté. Ça, c'est les cas simples. Vous savez, les cas compliqués, c'est encore plus important. Et encore plus s'il y a une comorbidité, c'est-à-dire s'il y a d'autres maladies associées. Et pour les cas compliqués qui nécessitent une réanimation poussée, il faut des appareils. Comme je le disais souvent, pour un cas compliqué de Covid en réanimation aiguë poussée, il faut au moins 3 appareils. Le respirateur, l'aspirateur et le moniteur pour un seul malade. Et de l'oxygène. L'oxygène, c'est même au-delà de la réanimation poussée. À un moment donné, les malades, nous classons en 3 catégories, les simples, les moins graves et les graves. Les moins graves ont bénéficié, qui ont besoin de l'oxygénothérapie. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nos services ont été affectés. Parce que ce n'est pas tous nos centres de santé qui ont des extracteurs d'oxygène, qui ont une centrale d'oxygène. Donc il va falloir, avec ces cas de malades Covid-19 qui consomment environ, les spécialistes, je parle sous leur couverture, au moins 10 litres par minute, vous savez ce que ça fait. Donc tout de suite, les bonbons d'oxygène, c'est fini pour un malade qui est très grave. Et ça coûte extrêmement cher. Ce qui nous amène à un moment donné de réorienter nos besoins pour appuyer ces centres pour les approvisionner en oxygène. Donc, ce que je suis en train de dire, les 13 000, 14 000 environ, c'est juste les cas simples qui ne nécessitent pas une hospitalisation, parce qu'avec la maladie, nous avons essayé de classer les malades en moins graves, et avec les directives pour les malades qui peuvent être pris en charge à domicile avec un suivi des agents de santé qui sont au niveau de la communauté. Donc, ça coûte cher à l'État, ça coûte cher aux partenaires. Que pensez-vous, Madame le ministre, des remèdes traditionnels qui circulent sur les réseaux sociaux contre la Covid-19? Oh, la médecine traditionnelle fait partie du système de santé. Nous avons un département de médecine traditionnelle. Et avant la Covid-19, nous avons enregistré des médicaments qui ont eu l'autorisation d'être utilisés. Même si la date est un peu lointaine, mais la médecine traditionnelle fait partie de ce système. Et nous sommes en rapport sinon avec, disons, tous ceux qui font ces médecines traditionnelles à travers leurs associations, à travers le département. Et bientôt, sans anticiper, nous devrons avoir une réunion par rapport à tout ce qu'ils font en matière de recherche. Parce que pour arriver à dire que ce médicament est efficace ou pas efficace, il y a des directives, il y a des normes. Il y a des phases par lesquelles il faut passer pour dire à 100% qu'ils sont efficaces, il y a des tests. Donc nous ne rejetons pas du tout la médecine traditionnelle. Nous sommes en phase, mais pour dire que un médicament est efficace ou non, il faut passer à l'expérimentation et à beaucoup de phases. Et selon les normes de l'OMS. Madame le ministre, que fait votre ministère dans la lutte contre la désinformation? Bon, la lutte contre la désinformation, bon, vous savez, hein, en matière de vaccin ou bien en matière de maladie, parce qu'il y a deux. D'abord, pour la maladie, il y a cette désinformation qui est là. Et en général, au début, on pensait qu'en Afrique,
l'Afrique n'est pas concernée, le Mali n'est pas concerné. Bon, la réalité est que, comme on le dit, la maladie n'a pas de frontières. La maladie ne connaît pas peau blanche ou peau noire. Riche ou pauvre, la maladie ne connaît pas. Et la seule chose qui est commune à toute personne, c'est la maladie. Comme je dis, ce n'est pas riche ou pauvre, ce n'est pas d'un continent ou d'un autre continent. Ça, très vite, la réalité est en face. Parce que non seulement il y a cette désinformation, quand vous regardez aussi les réseaux sociaux, nous avons eu des Noirs qui ont eu à témoigner. Et quand nous partons dans nos structures, on voit des malades qui sont sous respirateur et rien d'autre que le diagnostic de Covid-19. Donc c'est aussi à travers ces différents réseaux, donner la vraie information, de communiquer. C'est pourquoi nous multiplions nos instances de sensibilisation. Nous disons à tous les secteurs que la santé ne peut pas faire seul le travail. Ça veut dire que tous les secteurs doivent donner l'information en fonction de leur sensibilité. Parce que l'information aussi, elle est très capitale et il y a la manière de donner. Donc pour que toutes les cibles soient impliquées, toutes les cibles aient l'information, nous demandons la spécificité de chaque secteur de donner l'information. Et dans ce sens, je crois que la primature a mis un groupe vraiment multi-acteurs au niveau de la primature où il y a toutes les sensibilités, que ce soit la société civile, tous les secteurs s'y retrouvent pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse transmettre l'information à ses membres. Avez-vous eu à travailler avec des startups qui ont développé des solutions? Et oui, nous avons eu à travailler avec des startups, même si c'est de façon expérimentale. Je pense que certains ont pu vérifier au niveau de l'aéroport qu'il y a des tunnels de désinfection, nous-mêmes nous avons utilisé, qui sont des technologies qui sont là, qui sont efficaces. À un moment donné, où il y a l'affluence, pour au moins préserver l'espace, il est important que ces technologies soient utilisées, même si, entre guillemets, les avis sont différents. Et les avis sont différents. En tout cas, je pense que personnellement, c'est des choses à voir, à explorer, à utiliser et à améliorer selon les normes. Madame le ministre, comment les outils des TIC peuvent aider la médecine dans le traitement des patients atteints de Covid-19? Bon, dans le traitement des patients, c'est ça, les nouvelles technologies aident. La preuve en est que quand le malade est d'abord avec la stratégie mise en place, cette stratégie, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle permet d'avoir le contact d'abord pour faire classer les malades graves, les malades qui peuvent être suivis à domicile. Il faut au moins que ces malades aient, disons, un téléphone. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Et en plus d'autres conditions, et qu'ils soient suivis. Donc, c'est dans ce sens que ces nouvelles technologies nous aident, sans compter que nous avons tous ces aspects d'application qui sont là, qui permettent de s'informer, de se former. Et récemment, nous avons inauguré, il y a la semaine, je crois que c'est la semaine passée, une plateforme par rapport à la formation sur le contrôle de l'infection, qui est une plateforme sur laquelle les agents de santé peuvent se former et s'informer. Aujourd'hui, on parle de la maladie coronavirus, la maladie virus Ebola, mais il faut que le personnel de santé, qui sont les premiers soldats au front, ils se protègent. Et pour qu'ils puissent se protéger, il faut qu'ils s'informent avec cette nouvelle technologie. Et ça, vraiment, nous apprécions tout ce travail qui est en train d'être fait avec nous et les partenaires. Madame le ministre, le Mali a commandé plus de 8 millions de doses de vaccins. Comment la vaccination sera faite? Qui sera vacciné? Quelle est son efficacité? Sera-t-elle gratuite? C'est l'arrivée de ces vaccins nous enchante parce que nous l'avons prévu vers fin mars. Si nous le recevons depuis début mars, nous disons merci et bravo à tous les acteurs et tous les partenaires, sans excès, et les plus hautes autorités. Parce que pour que ces vaccins arrivent, il y a plusieurs phases d'application, d'être accepté sur le plan régional, et d'avoir son plan qui va être financé, et aussi que les plus hautes acceptent. Il y a l'autorisation aussi pour que ces vaccins puissent arriver, et vraiment félicitations à tout le monde. Donc cette vaccination va arriver, et elle est gratuite. Ça, il faut donner, elle est gratuite. Les cibles concernées, c'est quoi? C'est les personnes âgées, les personnes de santé,
et les personnes qui ont d'autres maladies. Nous avons toujours dit que la maladie à coronavirus est surtout grave pour les personnes qui, en plus de corona, ont d'autres maladies chroniques, diabète, hypertension, asthme, arthrose, tous ces cortèges de maladies chroniques. Et ces malades, quand ils ont le coronavirus, en plus, c'est un peu grave. Donc, toutes ces personnes qui vont être vaccinées. Et ces personnes constituent environ 20% de la population. Madame le ministre, nous arrivons à la fin de l'interview. Votre mot de la fin. Il faut que la population malienne se rassure. Le vaccin est bon, il va être conservé dans de bonnes conditions. Et avant de soumissionner, nous avons évalué notre capacité de stockage. Elle est bonne. Et nous avons à peu près 1727 réfrigérateurs et 42 chambres froides qui vont les contenir. Maintenant, en plus de tout ça, nous sommes dit si on veut renforcer, parce qu'aujourd'hui, le coronavirus, c'est une maladie qui à un moment mis à nu le système de santé. Donc c'est l'occasion, en plus de tout ce que nous faisons comme lutte, de renforcer le système de santé. Et pour ça, on a besoin d'un gap de 288 réfrigérateurs qui, avec nos négociations, sont pris en charge par les partenaires. Et en plus de ça, nous venons d'avoir l'annonce qu'il y a 33 réfrigérateurs aussi qui vont venir pour renforcer et qui vont être pris en charge. Donc tout ça, c'est pour dire grand merci aux partenaires. Je ne vais pas citer quelqu'un pour ne pas oublier donc tous les partenaires de cette lutte contre le coronavirus au Mali. Et dire à la population malienne, le vaccin est bon. Il va être administré gratuitement. Ce sont des critères très précis. Et les gens de santé sont déjà en train de dénombrer, de voir comment avec les services, parce que nous avons deux directions régionales, la direction régionale de la santé et du développement social, en général qui, dans les questions sociales de population, sont très spécialistes et rodés. Donc les équipes sont en train de travailler de façon très étroite pour identifier. Seulement ce qu'il faut dire, c'est que cette vaccination va se faire en 2 étapes. La première étape va concerner le district de Bamako. Le district de Bamako, compte tenu de plusieurs facteurs. Un facteur, parce que quand on a suivi l'évolution de la courbe, le nombre de cas était plus élevé à Bamako. Ça se comprend. C'est ce que je dis, c'est la seule région où la population est très dense. Tu as tous les cercles qui, dans les autres régions, sont à des distances. Et là, les communes qui font office de cercle sont tous sur le même territoire. Vous avez vu, pendant toute la période de pic, c'est à Bamako qu'il y avait beaucoup de choses. Donc, ce qui fait que pour casser l'épidémie sur le plan épidémiologique, même de stratégie, il faudrait commencer là pour casser la courbe d'évolution. Donc, la stratégie élaborée, c'est de commencer par Bamako. Il y aura 2 doses à l'intervalle d'1 mois. Après, nous allons évaluer. Parce qu'en toute chose, il faut évaluer les insuffisances, les corriger et aller dans les autres régions. Et pour ça, on a besoin à peu près de 8 500 000 doses de vaccins pour l'ensemble du Mali. Donc voilà un peu ce que je peux dire et dire à toutes les personnes concernées de ne pas hésiter à se faire vacciner. Madame le ministre, merci. Merci, M. Ngoïba. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Abdoulaye Diakité, ingénieur en système mécatronique, directeur général de Diakité Robotique, une entreprise à la pointe de l'innovation basée à Bamako, au Mali. Abdoulaye et son équipe ont développé plusieurs solutions pour limiter considérablement le risque de propagation de la maladie à coronavirus. Diakité Robotics a été créé par ma propre personne dans le but de proposer une prestation globale autour de la mécatronique à nos clients, d'où des solutions d'innovation et de développement hors pair. Sagnablon est un dispositif conçu par Diakité Robotics pour permettre de lutter contre le coronavirus. Le mode de fonctionnement est aussi simple que celui-ci. Le Sagnablon est muni d'un capteur de présence. Lorsqu'une personne entre dans le tunnel, elle est automatiquement détectée par le capteur. Lorsqu'elle est détectée, la machine envoie automatiquement la solution de désinfection, permettant de tuer tout ce qui est virus, tout ce qui est champignons, tout ce qui est bactéries sur la personne. Nous vous présentons aujourd'hui un dispositif de lavement automatique
dans le cadre de la lutte contre la pandémie qui renverse actuellement le monde, notamment la maladie à coronavirus. Le dispositif est très simple d'utilisation. Il suffit simplement à la personne de se placer devant afin d'être détectée par un capteur de présence qui enverra par la suite l'information au système embarqué là-dessus afin d'enclencher l'arrivée du savon liquide dans un premier temps. Puis un temps d'attente de 5 secondes est donné à la personne afin de se frotter la main. Puis s'en suivra l'arrivée de l'eau claire afin de se rincer les mains. Le système est totalement autonome, mobile, du coup on n'a pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Sa conception a été faite à partir de matériaux de recyclage afin que le dispositif soit disponible à moindre coût. Moi je viens de France, il n'y a pas ça déjà. Là il y a plus de sécurité je trouve. Je viens de Paris et on n'a pas eu ce dispositif-là à l'entrée du vol. On a eu à présenter nos tests Covid et puis c'était tout. Donc je suis très contente de retrouver ça à Bamako. Merci. Et très fière de mon frère. De la prévention au traitement, plusieurs solutions numériques ont été créées pour faire face à la maladie à coronavirus. Nous vous proposons 4 innovations. À Dakar, au Sénégal, des étudiants de l'école polytechnique ont construit un robot pour aider les soignants en minimisant les contacts avec les malades. Le robot surnommé Dr Car se rend directement au chevet des patients atteints de Covid-19 pour leur apporter repas et médicaments. Au Ghana, l'entreprise américaine Zipline, qui utilise déjà des drones pour transporter des médicaments, du sang et des vaccins, collecte également des échantillons de tests de Covid-19 au profit des laboratoires médicaux des 2 plus grandes villes du pays, Accra et Koumassi. Au Mali, les jeunes de Donifab ont mis en place un appareil qui aide les malades qui ont des problèmes respiratoires. En Tunisie, des ingénieurs qui ont créé une plateforme pour détecter plus rapidement des cas de Covid-19 en masse. Le logiciel permet de comparer les rayons X de patients déjà infectés à ceux des cas suspects. Avec cette pandémie, les technologies ont joué un rôle crucial au moment où les contacts entre les humains étaient limités. Des talents se sont révélés en matière d'intelligence artificielle pour mettre leur innovation technologique au service de la lutte contre le coronavirus et aider à bâtir une société résiliente. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de liker et partager notre page sur Facebook. Vous pouvez également suivre cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci et au mois prochain.